Wahirima yaurana itutatu fariri raa in aya tino TV, nos bien dans son fari. Sur la plage de Mataya, des faris en terre ont vu le jour grâce à l'association Objectif Terre et je vais à la rencontre de David Chauvin qui est le président et qui nous parle de ce projet. Yorana David. Bonjour Faré. Alors est-ce que tu peux nous parler de ton projet qui est participatif, écologique et authentique ? C'est une association qui s'est donnée pour objectif d'homologuer une nouvelle technique de construction qui existe ailleurs dans le monde mais qui n'existait pas encore en Polynésie. Okay. Et cette technique est plus écologique, elle est plus économique et elle est aussi anticyclonique, qui est une obligation en Polynésie française. Et elle est en majorité avec des ressources de matériaux locaux. D'accord. Donc j'aimerais que tu développes justement ce côté-là. Donc la terre. Oui, alors la terre, c'est un matériau un peu particulier. On construit depuis des milliers d'années en terre, notamment au nord de l'Afrique. Mais c'est pas un concept en fait nouveau. Voilà, qu'on ne connaît pas en fait. Ça existe depuis des millénaires en fait. Exactement. Et même en France, dans les années 800 ou 1000, c'est un roi qui avait lancé un appel d'offres pour faire des constructions qui résistent au feu. Okay. Et donc beaucoup des constructions étaient en bois, alors que la terre, elle résiste très bien aux incendies. Et donc c'était une façon de se prémunir des incendies. Donc c'est un matériau qui a beaucoup de vertus. La seule chose, c'est qu'en Polynésie, il n'y en a jamais eu parce qu'il n'y a pas d'argile. Et il faut, dans les constructions en terre, qu'il y ait un peu d'argile pour stabiliser la paroi, sinon elle se ramollit, évidemment. Chaque fois qu'il y a de l'eau, le matériau se ramollit et donc ça ne fonctionne pas. Donc nous, pour pallier au manque d'argile, on a suivi une technique qui a été mise au point par un architecte irano-américain qui s'appelle Nader Khalili. Okay. Et qui a développé ça en Californie depuis les années 80. On rajoute en gros 5% de ciment dans la terre pour qu'elle puisse se stabiliser et en fait on forme une sorte de béton de terre. C'est pas complètement écologique alors? La partie écologique, c'est toujours un progrès vers lequel on tend. Okay. Les absolus sont très difficiles à atteindre et en théorie, chaque fois que l'homme intervient dans la nature, il a un impact et cet impact détruit ou bouleverse cet équilibre. Donc c'est vrai que c'est... Donc en fait, vous minimisez... Exactement. Voilà. L'idée, c'est de minimiser au maximum tout en gardant des performances qui soient viables. Parce que construire en Polynésie sans être anticyclonique, c'est difficile. Donc c'est combiner toutes ces contraintes, c'est difficile. Et c'est pour ça que c'est pas qu'on désirait tant absolument faire de la terre, mais on s'est rendu compte que c'était vraiment un matériau qui pouvait répondre à toutes ces exigences. Donc la base, c'est de la terre. Voilà, alors je vais te montrer effectivement un peu la structure du matériau. Si on rentre à l'intérieur ici, ça c'est un bâtiment qui a été construit avec des élèves au cours d'une formation, avec un formateur qui est venu des États-Unis et de l'association Calers, donc les fameux qui ont développé ces techniques. Donc on voit le matériau ici, il est compacté dans des rouleaux, dans des sacs de polypropylène. Et ensuite, il a effectivement les 5% de ciment. Et après, on a de la chaux ici en enduit. Et on a rajouté un colorant en terre naturelle pour donner un aspect plus sympathique. Alors justement, le polypropylène, est-ce qu'il peut être remplacé par quelque chose de plus bio? Oui, alors effectivement, l'idéal, ce serait de pouvoir éviter d'utiliser ce matériau, ce qui est possible. Au début de notre recherche, de jute, par exemple. C'est-à-dire que nous, on est en recherche et développement. C'est-à-dire qu'effectivement, une technique n'a jamais été mise en œuvre. L'important, c'est effectivement d'essayer de voir si elle correspond à des possibilités en Polynésie. Donc on y va prudemment, okay. On n'est pas pressé, parce qu'on veut être sûr de ce qu'on propose et on veut le faire à des échelles qui ne sont pas simplement artisanales. Quand on fait ça pour soi, on peut un peu se faire plaisir, prendre des risques, mais nous on voudrait le faire à une échelle qui puisse toucher par exemple des logements sociaux. On a été en contact avec l'OPH. Okay. Et en fait c'est vrai que la toile de jute elle est peut-être un petit peu onéreuse. Alors d'abord elle est plus chère, exactement, tu as raison, elle est beaucoup plus chère que le polypropylène. Donc si on arrivait à la faire moins chère, ça serait bien, mais les sacs de copra, on y a pensé, évidemment. Okay. Mais ils sont trop gros, par exemple, à transporter. Il faudrait les recouper, les recoudre, ou alors en produire en chanvre.
Et donc ça, on a étudié un peu ce sourcing extérieur. Il n'y a pas de problème pour le faire. Il faut mettre en place les filières. Il y a un marché à prendre s'il y a des entrepreneurs que ça intéresse et des fournisseurs. Et il y a quoi d'autre alors comme matière première que vous utilisez à part la terre Alors on a dit la terre, le sac qui permet de faire le coffrage pour pouvoir faire la forme. Et ensuite on a un petit peu de ciment ou de chaux. On a la chaux aussi sur l'enduit. Voilà. La chaux, donc c'est un matériau qui a été utilisé en Polynésie depuis au moins 2 siècles. Hein. La cathédrale de Rikitea est célèbre pour ça. Et donc c'est quelque chose dont on connaît les vertus et qui fonctionne très bien et qui peut être même produit localement. Okay. Et ensuite, on met un peu de fil de fer barbelé entre les rangs de sacs pour avoir une stabilité. Alors on a pensé à les remplacer par du Miki et autres. Et c'est toujours pareil, on a un problème de coût, on a un problème de disponibilité et de volume. David, je te propose de faire une petite pause avant de continuer la visite. C'est le moment de la rubrique. C'est parti. Ça fait des années que je peins et que je sculpte, et là ça fait à peu près 6 mois que je me suis mis à fond dans la décoration de maison, les décorations de murs extérieurs et tout ça. Et comme je suis passionné de dessin depuis tout petit, ben voilà, c'est sorti. Et voilà, notamment, tu vois par exemple cette chambre, c'est une chambre que j'ai fait sur le thème d'Avatar pour un petit garçon. Et j'adore mêler également, tu vois, la peinture avec de la sculpture. C'est-à-dire je fais ce qu'on appelle des bas-reliefs. Comme j'ai fait une baleine avec une queue qui sortait d'un mur, et ça se prêterait très bien pour faire un bar. Donc j'ai dit tiens, on va faire une queue de baleine pour faire un bar. Et puis voilà, donc c'est un petit peu mon truc. Tu vois, il y a une petite branche qui est là-haut qui dépasse également, c'est l'arbre de vie, quoi. Et tout est basé sur le dessin et sur la 3D. Parce que je fais tout à main levée. En fin de compte, mon truc c'est ça, c'est que j'aime bien copier ce qu'on me demande, parce que les gens me demandent aussi quelquefois des dessins particuliers, comme par exemple Avatar, il y avait le dragon, donc j'ai cherché un dragon. Les cailloux derrière, les cailloux suspendus, c'est quelque chose de connu. Et après, je me suis adapté à la pièce. J'ai voulu changer selon mes idées. Après, des fois, ça part dans tous les sens, et puis je pars sur des dessins un peu plus compliqués, un peu plus travaillés. C'est un peu comme ça que je travaille. Puis là, bon, je suis à fond sur des dessins extérieurs en ce moment. J'ai fait au CMIT de Pilet, j'ai fait une fresque avec des tortues, enfin une tortue notamment, j'ai fait une autre fresque avec un scaphandrier. J'ai vu un mur, et j'ai vu une espèce de vitre qui était ronde, et pour moi c'était paf, j'ai eu des frissons. Et quand j'ai des frissons, c'est pas bon, c'est que je sais ce qui va se passer. Et en fin de compte, j'ai dit écoute, là je vois un truc, je vois le 20 milieux sous les mers. Donc pour moi c'était le calamar géant, avec le hublot c'était le capitaine Nemo avec un scaphandrier, ce que j'ai dessiné, et j'ai tout fait à main levée aussi, et je me suis régalé, quoi. En fin de compte, je m'éclate à faire tout ça, quoi. Et ça plaît aux gens, les gens se régalent de venir me voir dessiner, ils aiment ça. J'étais ancien prothésiste dentaire et maxillofacial, donc si tu veux, j'ai appris à travailler sur tous les matériaux. Là, la peinture, notamment ici, c'est de la peinture acrylique, qui ne sent pas, qui n'est pas odorante. Et je m'en sers, alors j'ai une technique, c'est que je travaille beaucoup au pinceau et beaucoup à l'aérographe. Bon, j'utilise beaucoup de bombes de peinture, comme on fait en street art, ça c'est le gros truc classique pour couvrir de grandes surfaces ou pour aller très vite. Mais moi j'aime énormément le détail, et le détail pour moi c'est ce qui fait ressortir. Tu vois par exemple une cicatrice sur une baleine, et tout ça, mais ça se fait à l'aérographe, c'est hyper fin, c'est hyper détaillé. Et après pour les matériaux, tu vois, dans des trucs comme ça, je m'adapte en fin de compte en fonction du mur, je fais une base de métal ou une base des fois de papier mâché, de n'importe quoi. On s'adapte à tout, quoi. Voilà, c'est un peu tout ça. Cette construction, elle est accessible en fait à tous. Oui, c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'on puisse faire de l'autoconstruction, évidemment. Parce que c'est une technique qui est extrêmement simple, il faut un peu un coup de main, mais bon, une personne qui a l'habitude, elle peut un peu expliquer aux autres. Mais on a fait avec des enfants ici. Parce que voilà, il n'y a pas de grosse machine, tout peut se faire à la main. Et c'est aussi pédagogique alors du Exactement. coup, parce que là, toute la famille peut participer à la construction de la maison. Effectivement, c'est un peu ça l'idée. Est-ce que vous avez estimé un budget? Le budget, aujourd'hui, il a été difficile à estimer puisqu'on l'a fait sur une très longue période et de bénévolat, et aussi, bon, il y a eu tout le problème du Covid où on ne pouvait plus se réunir. Voilà. Ça a duré beaucoup plus de temps qu'on ne l'aurait espéré.
Et dans l'idée où la main-d'œuvre est gratuite, c'est ça qui fait la plus grosse économie. Et en matériaux, on n'est pas cher, on est censé pouvoir prendre le matériau de son terrain. Mais bon, l'électricité, la plomberie, tout ça, ça ne change pas. Oui. C'est tout un esprit, effectivement, qui est un peu différent, sur lequel on peut faire des économies, mais on ne peut pas faire une maison exactement comme celle dont on a l'habitude avec cette technique. D'accord. Ok. Par contre, la couverture, elle a été faite à partir de bois de pinus qui vient des marquises. On a utilisé les chutes, tu sais, quand tu scies un tronc, tu enlèves les 4 bords arrondis. Et on a utilisé ces bois en faisant une alternance dessus-dessous pour faire comme des tuiles. C'était l'idée de continuer dans la recherche et le développement, même si on ne faisait pas le dôme. C'était intéressant pour la couverture, continuer dans des originalités pour voir ce que ça donne. Et est-ce qu'on a besoin d'un permis de construire pour ce genre de... Alors le code de l'aménagement ne donne pas de détails particuliers sur les matériaux de construction. On peut faire en bois, en métal, en béton, en terre, du moment que c'est résistant aux cyclones. Donc voilà, il n'y a pas de particularité par rapport au permis de construire, il en faut un évidemment. Sauf qu'il y a dans le code de l'aménagement un détail, des bâtiments qui n'ont pas d'assainissement et qui sont petits sont éventuellement dispensés de permis, mais bon, le mieux c'est de déposer un permis de construire. Okay, d'accord. Écoute David, merci. Votre projet est vraiment authentique et puis s'inscrit clairement dans une logique écologique et on adore ça. Merci beaucoup, vraiment un grand merci d'être venu jusqu'à nous et puis de l'intérêt que vous avez porté. Et vous, merci de nous suivre, merci pour votre fidélité et vous pouvez nous retrouver sur les replays de TNTV. À la semaine prochaine. Nana! Au revoir.